Bonjour à tous. Je m'appelle Marianne Julien, je suis coach agile interne au MIPI. Nous allons vous présenter la mise en place de l'agilité sur les nouveaux projets. Donc les sponsors, vous les avez vus tout au long de la journée. Nous commencerons par vous présenter le contexte un petit peu particulier du MIPI. Ensuite, je reviendrai sur réellement la mise en place concrète de Scrum sur les différents projets. Et ensuite, Jean-Baptiste, manager au MIPI, vous donnera son point de vue sur la transformation agile. Où on en est. Je vais lui laisser la parole pour vous présenter le MIPI. Merci, bonjour à tous. Donc, le MIPI, qui on est? On va commencer par là pour dresser un peu le décor, puisqu'on n'est quand même pas très connu en général du grand public. Pourtant, on est assez connu, même très connu dans le milieu de la santé, puisqu'on est un groupement d'intérêt public qui est issu, en fait, dans les années 90, d'une volonté des hôpitaux de mettre des moyens en commun, d'investir en commun sur des moyens informatiques. Donc, on est éditeur, historiquement, de logiciels de gestion pour les hôpitaux, pour les établissements de santé. On est également, depuis quelques années, infogéreur, donc évidemment en mode ASP, de nos propres applications, plus largement aussi hébergeur agréé de tout type d'applications du domaine de la santé. Donc, ce qui nous caractérise, donc au-delà d'être une structure publique, c'est également une très très forte croissance, notamment au cours des dernières années, puisque bon, les chiffres sont peut-être petits, mais on voit entre 2008 et 2012, donc quasiment un doublement de notre chiffre d'affaires pour atteindre 54 millions d'euros en 2012, donc sur 4-5 ans, quasiment de 30 à 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, et un doublement, donc de manière mécanique, du nombre d'adhérents, donc nombre de clients qu'on appelle des adhérents dans le cadre de notre groupement. Donc 400 adhérents aujourd'hui, de typologies relativement variées, qui vont de très gros centres hospitaliers universitaires, des CHU de Toulouse, de Marseille, de Montpellier, de Lyon, jusqu'à des hôpitaux, des structures de proximité, des hôpitaux locaux, des maisons de retraite. Des acteurs en majorité du service public, donc service hospitalier public français, mais de plus en plus également de cliniques, de structures privées qui rejoignent notre groupement, notre structure. Voilà, donc 3 agences, un siège social historique à Toulouse, dans le sud-ouest. Aujourd'hui, à peu près 450 personnes, dont 140 personnes en R&D, qui est le pôle que j'ai l'honneur de diriger. Voilà, donc comment on est organisé? Je dirais de manière assez classique, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, à l'image d'ailleurs du système hospitalier français qui fonctionne sur ce mode-là. Des cycles de production, cycle en V. On est aujourd'hui éditeur de 3 produits historiques dans le domaine donc, de la gestion médico-administrative. Donc 3 produits sur des plateformes technologiques différentes. Un produit de gestion économique financière en COBOL, un produit de gestion administrative du séjour des patients qui est en AdStar, un produit de gestion de ressources humaines qui est en Axiant, qui est une plateforme, on va dire, pour faire court, client-serveur, qui est supportée aujourd'hui par IBM. Et puis, ce qui est intéressant de noter, donc évidemment une organisation qui est à dominante hiérarchique, on va dire, avec 3-4 grandes entités dans lesquelles on va trouver de multiples représentants des utilisateurs. Donc c'est quelque chose d'important parce qu'on verra par la suite qu'effectivement dans la démarche vers l'agilité, ça n'a pas été sans poser un certain nombre de questions sur le choix des product owners. Les product owners doivent-ils être à la MOA? Doivent-ils être dans la direction de la stratégie? Doivent-ils être au pôle R&D? Donc on est dans la direction technique. Doivent-ils être, finalement, est-ce que les meilleurs représentants des utilisateurs ne sont pas les consultants des équipes de diffusion qui sont au contact quotidien des utilisateurs lors de l'installation de nos produits? Donc c'est des questions qui se sont posées. C'est vrai que dans notre organisation, on a potentiellement de multiples sachants, de multiples experts métiers dans différentes entités hiérarchiques. Voilà, au-delà de ça, de cette organisation historique, on a un grand projet, donc le PGIH, donc logiciel de gestion intégrée hospitalière. On a même déposé la marque. Donc c'est quoi le PGIH? C'est un ERP de gestion hospitalière, ERP que l'on a l'ambition de construire à la fois sur la base de la refonte des produits historiques que je vous ai présentés tout à l'heure, et également l'ambition de construire de nouveaux produits sur un socle technologique moderne. Donc on a développé pour ça depuis quelques années un socle technique sur lequel s'appuient tous les nouveaux développements.
Bon, je passe un peu sur les détails techniques. On a fait le choix d'un environnement J2E. On est à la 3e génération de ce socle technique, donc avec maintenant une architecture SOA, avec des outils que l'on a depuis plusieurs années de génération de code qui nous permettent de nous assurer de la cohérence, de l'homogénéité du code dans ce projet ERP, une software factory qui nous est bien utile dans l'évolution vers l'agilité, donc intégration continue, etc. Voilà, donc l'agilité, pourquoi, comment? Ben, je dirais que l'agilité, elle est venue par l'expérience. Au départ, il y a, en 2010, d'une initiative finalement d'une équipe, de l'équipe qui développait ce socle technique, qui d'elle-même s'est mise à expérimenter des méthodes agiles, plutôt d'origine Kanban à l'époque, etc. Et puis donc 2011, un premier projet, donc sur un premier module de ce PGIH qu'on a décidé de développer, qui n'était pas de la refonte, qui est une partie, qui est un domaine qui n'était pas couvert par le périmètre de nos applications historiques, module de gestion des actes, donc un projet qui se prêtait bien à une expérimentation agile, puisque un domaine quand même relativement ciblé, un module bien déterminé, avec quand même de grandes ambitions en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de saisie, etc., pour des personnels, avec de la mobilité, etc. Et bien évidemment une volonté d'aller très très vite sur le marché, d'avoir au bout de quelques mois une application que l'on puisse installer sur des premiers sites, sur 2-3 premiers sites early adopters. Donc quelques difficultés, parce que on n'avait pas fait vraiment le choix d'une méthode, Scrum ou XP ou autre. On a dit, fiers de tout notre savoir-faire et toute notre expérience accumulée sur nos méthodes de développement, on va inventer notre méthode agile en s'inspirant un petit peu des principes et des méthodes que vous pouvez voir à droite et à gauche. Donc ça a manqué un petit peu de cadre, donc il y a eu du flottement et beaucoup de questions qui se sont posées. Mais une expérience encourageante. Ça fait donc quelques mois qu'on est en train maintenant de mettre en production une première version de ce produit, et donc la volonté de poursuivre notre grand projet PGIH avec ces méthodes. Voilà, donc ensuite je dirais pourquoi Scrum, au-delà du vocabulaire emprunté au rugby qui nous touche au cœur à nous Toulousains, l'arrivée de Marianne aussi au MIPI qui nous a apporté une connaissance évidemment et une pratique de ces méthodes, Scrum en particulier, que l'on a décidé d'utiliser dans le cadre du lancement d'un nouveau projet, là, plus ambitieux encore, avec plusieurs équipes, donc agilité grande échelle, dont Marianne va vous parler. Donc, comment nous avons mis en place Scrum? Au départ, nous avons commencé simplement. Nous avons mis en place Scrum sur une seule équipe, puis 2, puis 3, jusqu'à 6 équipes tout au long de l'année dernière. Comment sont organisées ces équipes? Elles sont organisées par thème fonctionnel. Une équipe sur la gestion des ressources humaines, une équipe sur la gestion d'une structure des hôpitaux, des cliniques ou des regroupements, une équipe sur la gestion de nomenclature, une équipe sur la gestion de la sécurité. Donc tout ça pour vous dire que ces équipes-là sont capables d'implémenter les user stories de leur backlog de bout en bout. C'était bien l'objectif. Par contre, il est vrai que Jean-Baptiste vous a parlé de l'architecture SOA. Ces équipes vont également aussi utiliser des composants développés par d'autres équipes. Donc on en reparlera par rapport au problème de synchronisation que l'on a eu. Une autre équipe s'occupe de la maintenance et de l'évolution du socle technique et des scripts de diffusion. Comment ces équipes, elles sont composées de 2 à 7 développeurs, dont un Scrum Master. Donc le Scrum Master fait partie des équipes. Chaque équipe a son backlog et son Product Owner dédié. En fonction du contexte du projet, le Product Owner travaille sur ce projet de 30 à 100% de son temps. Donc vous avez vu l'organisation un petit peu du MIPI. D'où vient ce Product Owner? Pour certains projets, le Product Owner vient de la MOA, ou sur d'autres projets, c'est un architecte fonctionnel. Mais le Product Owner est bien le représentant de nos utilisateurs. On a mis en place un groupe qui constitue les parties prenantes du projet. Ces parties prenantes, c'est des membres de la MOA,
des membres de la diffusion et bien sûr nos sites. Donc, comme vous pouvez le voir, des membres de toutes les directions sont donc impliqués dès le début du projet, et c'était l'objectif. Donc, la première étape a été de créer le backlog, de construire dans un premier temps la vision du produit. Donc ça a été un petit peu compliqué au début. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de nouveau marché. Également, les personnes sont plus habituées à aller directement dans une analyse détaillée sur une petite fonctionnalité, mais n'avaient pas l'habitude de travailler sur une vision globale dans un premier temps et ensuite de décomposer au fur et à mesure. Donc on a travaillé à l'aide de différents ateliers, notamment beaucoup d'ateliers de story mapping pour initialiser les premiers product backlog. Nous avons identifié également tous nos personas pour prioriser et pour cibler nos besoins métiers. La complexité était ensuite de prioriser. C'est vrai qu'au MIPI, on n'avait pas forcément cette habitude de prioriser. Donc, de la même manière, les ateliers ont aidé à la priorisation. Une fois ces backlogs initiales constitués, l'équipe a macro-estimé ces user stories. De la même manière, les équipes, au début, n'avaient pas l'habitude de participer forcément aux estimations. Donc les séances de priority poker, de planning poker, pardon, ont permis à tous les développeurs de participer aux estimations. Maintenant, la revue de backlog, donc l'estimation, se fait au fil de l'eau. Au départ, les équipes faisaient des revues de backlog une fois par sprint. De plus en plus, les équipes le font une fois par semaine. Parce que le backlog, on le reviendra dessus, évolue tout au long de la vie du projet. Et il est nécessaire de revoir les estimations des user stories au fur et à mesure. C'était pas suffisant pour certains projets. Justement, c'est pour ça qu'il y a cette évolution. Je vais passer très rapidement sur le cycle de vie d'un sprint. On a respecté réellement les différentes cérémonies de Scrum. Donc avec le sprint planning, le stand-up meeting tous les jours, les démonstrations, donc avec invitation bien sûr de toutes les parties prenantes, pas encore des sites, et bien sûr la rétrospective en fin de sprint. Pardon. On me dit d'avancer. Au niveau de la gestion des sprints, dans un premier temps, nous avons commencé simplement avec des post-it pour gérer le sprint au niveau des tâches et au niveau des tableaux de tâches. L'objectif aussi, c'était que les équipes prennent en main la méthode Scrum simplement. On avait la chance également d'avoir des équipes sur le même site qu'on a pu mettre dans le même bureau. Les indicateurs étaient simples dans un premier temps, avec uniquement le burn down et le burn up. Nous avions déjà les indicateurs par rapport à l'intégration continue, donc vous voyez Jenkins, et nous utilisions, vous voyez en bas à droite, les post-it pour la gestion des rétrospectives, avec différentes techniques d'animation, des innovation games ou d'autres. Par rapport au backlog, de la même manière, nous avons commencé simplement avec un outil que tout le monde connaissait, Excel. Nous sommes partis du template initialisé par Henrik Niebuhr que nous avons légèrement adapté. L'objectif est d'avoir un moyen simple pour les product owners pour formaliser les besoins. Donc le formalisme user voice les a vraiment aidés à se focaliser sur les besoins métiers. Au départ, la MOA avait tendance trop à se focaliser sur les solutions. Donc le template
à aider sur cet objectif-là. Bon, très vite quand même, nous sommes passés à la mise en place d'un outil. Pourquoi pour permettre une meilleure visibilité du backlog, pour gérer plus facilement la priorité des user stories. Également, je vous ai parlé de dépendance interprojet. Dans Excel, ça devenait compliqué de gérer des dépendances entre les backlogs. De plus, dans Excel, c'était difficile de voir la hiérarchisation d'un backlog. Donc c'est vraiment l'arrivée de l'outil a vraiment aidé les product owners dans leur travail. Par rapport à la... Je reviendrai sur les questions à la fin, sinon on n'aura pas le temps. C'est Rally. Par rapport à la gestion des sprints, les équipes n'en avaient pas le besoin dans un premier temps, sauf une équipe qui n'appréciait pas forcément travailler avec des post-it. Néanmoins, toutes les équipes sont finalement passées à l'adoption de l'outil également pour la gestion des sprints. Pourquoi ? Parce que ça facilitait la mise à jour des indicateurs, mais également on a de plus en plus des équipes multisites entre Toulouse et Amiens. L'outil nous a permis de créer des tableaux de bord adaptés à chaque rôle. Donc des tableaux de bord focalisés pour les product owners, des tableaux de bord pour les équipes. Et nous a permis de faciliter surtout la synchronisation entre les projets. En parlant de synchronisation, comment nous avons synchronisé les projets entre eux? Nous avons, sur tous les projets, mis en place des sprints de 3 semaines. Au départ, nous étions partis sur le premier projet sur une release avec un périmètre défini. Nous avons vite basculé avec l'arrivée des nouveaux projets sur une cadence de release avec une release de 5 sprints. Cela permet de faciliter la gestion des dépendances, mais surtout ça permet à toutes les parties prenantes du projet et même les membres extérieurs au projet, de s'habituer au rythme, de comprendre la cadence des sprints. Notamment, ça facilite la présence des parties prenantes aux démonstrations toutes les 3 semaines. En termes de synchronisation, et surtout en termes de communication, la communication entre les product owners est très importante. Nous avons mis en place une synchronisation entre les product owners de chaque équipe. Avant, c'était toutes les 2 semaines, maintenant on les a passées toutes les 3 semaines, donc par rapport à la durée du sprint. Entre les équipes, nous avons mis en place naturellement un scrum de scrum. Là également, on a réduit la cadence. Les équipes n'avaient pas forcément le besoin de se voir tous les jours, donc on est passé de tous les jours jusqu'à 2 fois par semaine. De plus, nous faisons une rétrospective inter-équipe à chaque fin de release. C'est très important de partager, de faire une rétrospective entre les équipes pour partager les pratiques, pour partager les problèmes et s'entraider concrètement, pour faire améliorer les méthodes de travail, pas forcément de sa propre équipe, mais toutes les équipes. Donc là, je vous ai posé les bases de la mise en œuvre. Maintenant, voyons quelles ont été nos difficultés et les évolutions que nous avons eues. Toutes les équipes ont initialement été formées, mais vous savez bien que on apprend plus facilement par la pratique, et c'est effectivement en prenant certains murs que les équipes ont plus facilement avancé. Par exemple, sur la définition et le respect de fini, c'est bien lorsque le product owner a détecté un certain nombre d'anomalies que l'équipe a pris conscience de la mauvaise définition et du non-respect du fini. C'est bien pour une équipe, au bout du 4e sprint,
une difficulté à finaliser les user stories, cette équipe-là s'est rendue compte, effectivement, on a peut-être loupé quelque chose au niveau des tests unitaires, on n'a pas suffisamment consolidé, ça ne nous permet pas suffisamment de faire du refactoring, de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Au niveau du product owner, le mur, ça a été de ne pas pouvoir avoir les user stories prêtes pour le prochain sprint planning. Pourquoi là, l'axe d'amélioration a été de mieux prioriser pour répondre aux besoins des équipes. Les équipes, bien sûr, ont évolué. Attention, ces équipes, elles n'évoluent pas toutes de la même manière. Il ne faut pas avoir... faut pas forcément comparer les équipes les unes avec les autres, mais bien voir le niveau de maturité de chacune d'entre elles. On peut se référer au FACS Tuckman par exemple. Chaque équipe évolue en fonction de son contexte et des personnes. Une fois qu'on a acquis un certain nombre de changements, il est important de maintenir le cap, c'est-à-dire lorsqu'une équipe a une difficulté, elle va très vite revenir sur ses anciennes habitudes. Ce qui a été le cas on a complètement planté cette user story, peut-être qu'il faut remettre en place une phase d'analyse très poussée pour le prochain sprint. Non, attention. C'est pas une difficulté sur une user story qui doit l'équipe ne doit pas remettre en cause tout ce qu'elle vient de mettre en place à la première difficulté. Au niveau des pratiques de développement, l'équipe a également évolué pour permettre ce refactoring au fur et à mesure. Donc il y a eu une consolidation au niveau des tests unitaires, une mise en place d'une meilleure qualité au fur et à mesure, ce qui a permis aux équipes de faire évoluer le code au fur et à mesure. On commence par quelque chose qui est simple et ensuite on le complexifie. Les développeurs avaient trop tendance d'essayer de tout faire dans un premier temps. Ce n'est pas possible avec des cycles itératifs courts. Les équipes ont également mis en place des pratiques Kanban, notamment au niveau de la gestion du nombre de user stories en parallèle, donc les limiter. Certaines équipes utilisent aussi un Kanban, donc pas le simple tableau de tâches Scrum, mais avec différentes colonnes pour gérer leur sprint. Pour échanger encore plus entre les équipes, des communautés de pratique sont en train de naître, notamment autour des tests et autour des techniques de développement et de l'architecture, pour s'entraider entre les équipes. Au niveau du product owner, les difficultés et les axes d'amélioration ont été autour de la priorisation et de l'entretien du backlog. Donc là, si vous regardez les graphiques, cela représente l'évolution de l'état des user stories dans le backlog. En gris, vous avez les user stories définies. En orange, vous avez les user stories prêtes. Donc ça, c'est les deux couleurs qui nous intéressent ici. Vous voyez en haut à droite le travail régulier du PO qui travaille régulièrement sur son backlog. Les user stories sont prêtes au fil de l'eau. En même temps, il y a toujours un temps d'avance par rapport à son équipe. Toutes les product owners ne sont pas encore arrivés à acquérir ce rythme. Vous voyez en bas à gauche des phases d'analyse directement sur les user stories. On sort directement les user stories prêtes, on s'arrête, l'équipe travaille, nous rattrape et on recommence l'analyse. Donc la cible, c'est vraiment en haut à droite, mais on s'améliore au fur et à mesure pour fournir les user stories au fur et à mesure à l'équipe. Les difficultés sont liées au travail avec les parties prenantes.
C'est complexe dans un contexte de nouveau marché, mais également lorsque le nombre de parties prenantes est élevé. La première approche a été de trouver un consensus sur toutes les features. On voit qu'on ne peut pas arriver à fournir des user stories prêtes avec ce mode de fonctionnement. Donc l'axe d'amélioration a été de travailler plutôt par consentement et par groupe de travail avec certaines parties des parties prenantes. Et non tous ensemble. Au niveau des axes d'amélioration, le product owner a beaucoup plus d'interaction avec l'équipe. Pendant le sprint également, les développeurs vont lui montrer ce qu'ils sont en train de développer et vont lui proposer des nouvelles choses pendant le sprint pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Donc il y a beaucoup plus d'échanges et du coup beaucoup moins de user stories en fin de sprint qui ne sont pas acceptées. Pour visualiser l'avancement de la mise en place des pratiques agiles et de la mise en place de Scrum sur les équipes, j'ai mis en place des petits radars qui nous ont permis de voir l'évolution des équipes sur la méthode Scrum et sur les pratiques agiles, et pour cibler l'accompagnement également. On se focalise, on identifie un axe à travailler sur le prochain sprint. En ce qui concerne justement l'accompagnement, au début, j'avais tendance à aller peut-être un peu trop vite avec certaines équipes. Attention de bien commencer, bien stabiliser d'abord. Donc si vous connaissez les différentes phases de Shuari, d'abord bien faire l'enseignement avant de passer en position de coach. Pour certaines équipes, et pour diffuser plus largement l'agilité au MIPI, il a été nécessaire de formaliser un minimum les méthodes agiles au MIPI, donc que j'ai formalisé avec EPF, pour que les équipes puissent se référer à cette formalisation, mais surtout pour diffuser plus largement dans l'organisation. Il est également important de diffuser avec des relais de changement, d'identifier les relais de changement pour diffuser cette mise en place. Comme ça, le message passe par différentes personnes. C'est très intéressant de faire passer des messages d'un Scrum Master à un autre Scrum Master, etc. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Baptiste qui va vous donner son avis sur où on en est dans la transformation du MIPI. Transformation. Merci. Donc un point de route, rapidement un point de route, pourquoi? Puisque on voit ça un petit peu comme une route. On est sur la route de l'agilité. Alors on est sur la route, on avance pas à pas, c'était un peu le thème de cette présentation, petit à petit, je préfère dire à la limite pas à pas, étape par étape. Alors évidemment avec des difficultés, avec des changements profonds dans la culture d'entreprise, dans l'organisation, des difficultés, voilà, parfois à se concentrer sur les objectifs de chaque étape, avancer étape par étape, ça paraît évident, mais encore faut-il déjà définir les premières étapes, hein, être capable de se détacher aussi dans notre grand projet de refonte, de se détacher de l'existant, pour construire des nouveaux produits. On a parfois des frustrations qui apparaissent chez certains collaborateurs, au sein de nos équipes de maîtrise d'ouvrage qui ont tout de suite la vision de refaire ou de faire au moins aussi bien, voire mieux que des applications qui existent déjà, qu'on a mis quand même plus de 10 ans à construire. Donc se projeter dans une méthode où effectivement on avance pas à pas, on avance étape par étape, on avance sprint par sprint, release par release, c'est quelque chose d'assez nouveau pour des gens qui avaient plutôt une approche big design upfront, etc. Donc c'est vrai que c'est du changement, c'est aussi accepter des priorités qui sont dictées par une logique économique. On a un très très grand projet, on ne peut pas
par où il faut bien commencer par quelque chose. On ne peut pas investir comme ça sur un projet qui a fait l'objet d'estimations de plusieurs centaines d'années-hommes. Ça peut paraître évident la logique économique, mais dans une entreprise qui a une forte culture de secteur public, c'est pas toujours si évident que ça dans la tête des gens. Alors c'est vrai que oui, des frustrations dans l'apparition de ces nouvelles méthodes. Alors, enfin, pour ceux qui étaient ce matin à la keynote de Robert Richman, la frustration est une source d'énergie, c'est vrai, je crois, mais il faut aussi arriver à rendre cette énergie constructive et positive. C'est pas, je crois, si évident que ça. Ça nécessite en tout cas pas mal d'accompagnement. Des changements que sont aussi accepter le refactoring. Accepter le refacto, c'est accepter de se tromper, considérer l'erreur comme une opportunité. Ça, c'est pas quelque chose qui est forcément automatique pour tout le monde. Il y a plutôt une culture de l'excellence, de la perfection, de penser à tout de suite, à ce qu'on pourrait très bien effectivement réfléchir plus tard et se concentrer sur des priorités. Des difficultés qui sont liées aussi, évidemment, à l'apparition de nouveaux rôles. Hein, le rôle de PO, on a passé pas mal de temps à se demander, dans une organisation que je vous ai montrée tout à l'heure, assez hiérarchique, le PO, est-ce qu'il a la maîtrise d'ouvrage, est-ce qu'il a la maîtrise d'œuvre, ou est-ce qu'il n'est pas ailleurs d'ailleurs, dans les équipes terrain. Donc, effectivement, on a commencé à dépasser ça. On a aujourd'hui sur le projet qu'on évoquait des PO qui sont sur certaines équipes issues de la maîtrise d'ouvrage, sur d'autres issues des équipes de développement. Mais c'est vrai que c'est une question quand même qu'on se pose encore et qu'on aura à se poser dans le cadre de probables futures évolutions nécessaires de notre organisation. Une évolution de rôle aussi qui existait déjà, des chefs de projet, des experts, à travers cette démarche agile, ces rôles-là aussi évoluent. Hein. Le rôle du chef de projet, c'est plus le même. Le rôle de l'expert métier, de l'expert technique, qui hier avait une aura, pouvoir d'imposer des décisions de par son statut d'expert, aujourd'hui c'est différent. C'est être expert, c'est mettre son expertise au service de l'équipe, c'est être capable de remettre en question sa position, d'écouter les autres membres de l'équipe. Donc c'est des changements de positionnement, ce sont des changements assez profonds. Voilà, donc à petits pas, mais en très bonne voie. Hein, pour terminer, évidemment, sur une note positive, hein, on continue sur cette route-là, on continue à déployer l'agilité. Alors évidemment, en bonne voie, parce qu'il y a des résultats concrets. Hein, c'est encore une fois par l'expérience, par les résultats qui arrivent que les gens qui travaillent sur ces projets-là se convainquent eux-mêmes et qu'on arrive à convaincre aussi le management du bien fondé de ces méthodes-là. Donc, des choses évidentes, hein, mais effectivement, à partir du moment où ça fonctionne, la visibilité de l'avancement des projets, des démos régulières, des versions de produits au rythme des releases de quelques semaines qui peuvent être installées sur des sites qu'on peut donner en main à des utilisateurs pour avoir des vrais retours. Donc un rapprochement vers les utilisateurs, hein, là où hier on cherchait les représentants utilisateurs, aujourd'hui on rentre vraiment dans des démarches. On ne va pas écrire tout de suite un produit qui répond aux problématiques des grands CHU comme d'un petit centre hospitalier. On va choisir des cibles prioritaires, des premières étapes, et on va se concentrer sur 2-3 sites qui sont représentatifs de ces premières cibles. Donc on va travailler au contact des utilisateurs. Les développeurs même vont au contact des utilisateurs, ce sont des choses assez nouvelles qui sont positives. Voilà, valorisation, évidemment, l'autoresponsabilisation des équipes. Donc on a des équipes qui dépassent effectivement l'organisation hiérarchique aujourd'hui de la société, commence à dépasser la notion de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, et un vrai travail d'équipe avec le management visuel, hein, l'équipe qui s'approprie ses propres indicateurs, hein, d'amélioration de vélocité, etc., etc. Donc tout ça sont des choses extrêmement positives. Et de manière plus large, un décloisonnement de l'organisation, donc ça c'est un objectif d'entreprise aujourd'hui, hein, de passer d'un mode coopératif où les experts travaillent, on va dire, côte à côte, ou parfois les uns après les autres, évidemment, dans le cycle en V, où là, on voit l'avantage de se mettre ensemble autour d'une table et d'avancer ensemble. Et puis, on constate un intérêt croissant, au-delà des équipes qui sont sur le terrain, sur ce projet qu'on vous a présenté, un intérêt croissant aussi à l'extérieur de ce petit cercle, je dirais, d'autres entités, donc notamment au sein de la MOA, l'adoption d'autres pratiques agiles comme le Lean Startup,
en amont des projets de développement, un intérêt croissant également des équipes qui travaillent aujourd'hui encore sur des cycles en V, sur les développements des applications historiques, qui commencent à se dire, là aussi, pourquoi pas nous, pourquoi on n'irait pas aussi vers ça. Voilà, donc pour conclure, je dirais, on est sur cette route, et peut-être dire un petit peu, comme quelqu'un l'a dit sur le bonheur, et je trouve que c'est pas mal approprié aussi à l'agilité. L'agilité, elle n'est pas au bout de la route, je crois que l'agilité, c'est la route. Voilà, et on y va. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je crois qu'on est un petit peu dépassé, mais on est sur la pause. Non, le micro ne doit pas être allumé. Mais... oui, là on m'entend. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'ai deux questions. La première, le Scrum de Scrum 2 fois par semaine. Oui. Sur des équipes, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils échangent et quelle est la finalité, puisque a priori ce sont 2 équipes séparées. Non, on travaille vraiment sur la construction d'un ERP. Donc c'est quand même un produit commun. Donc ils développent dans la même technologie également. Ils ont des points de synchronisation entre eux. Okay, on est dans une démarche SOA, donc ils peuvent utiliser des composants créés par une autre équipe. D'accord. Donc le Scrum de Scrum, c'est vraiment comme un Scrum dans une équipe. On se pose les questions, vous en êtes où, quels sont vos blocages, en timeboxant bien sûr à 15 minutes également. Ok. Et la deuxième question, puis j'ai terminé, c'est vous parlez d'early adopter pour les utilisateurs, et je trouve, c'est quelque chose qui me fait plaisir, parler d'early adopter plutôt que d'utilisateurs pilotes ou de choses comme ça. Et donc, est-ce que vous pouvez juste préciser l'origine, pourquoi vous parlez d'early adopter ? Je vais répondre. Effectivement, on a choisi le terme dans la présentation parce que c'est vrai que dans la maison, on a plutôt tendance à parler de site pilote. Et je crois que ça fait partie de la démarche, c'est-à-dire derrière la notion de site pilote telle qu'on l'entend dans le cycle en V, il y a une notion de on a construit quelque chose, on va le valider. Et là, pour moi, early adopter, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire c'est le choix et la décision d'une collaboration en amont, c'est-à-dire de trouver des sites qui ont décidé d'acheter le produit avant même qu'il existe, entre guillemets, dans une démarche de transparence, et de leur dire on va le construire ensemble. Donc ils savent que le produit n'existe pas, qu'on ne va pas arriver à leur installer, ils vont jouer avec 3 semaines, non, ça va se construire pendant un certain temps. Voilà, on a cette démarche transparente, donc ce côté early adopter, je ne vais pas bien le traduire en français, mais l'idée c'est ça, c'est cette transparence au départ sur la collaboration pour construire ensemble. Ouais. C'est assez nouveau aussi, dans notre culture. Pourquoi pas? Alors là, ça serait encore une autre étape. Non, parce qu'ils ne sont pas à ce point-là. Ça reste une relation quand même, client-fournisseur. Donc c'est vrai que, mais l'idée est très séduisante. Hein. Je dis pourquoi pas. On n'en est pas encore arrivé à ce niveau-là dans le collaboratif, mais ça me paraît une bonne idée. Peut-être un pas suivant. Quelle démarche vous avez utilisée pour former les équipes en fait? Vous avez envoyé tout le monde quelque part ou vous avez fait venir des gens ou... Non, là je vais répondre. Une formation par équipe sur la méthode Scrum et après un accompagnement quotidien avec les équipes. Donc je suis interne au MIPI, donc je peux les accompagner au fur et à mesure de leur évolution. Et la formation par équipe, c'est vous qui l'avez faite? Oui. Merci. Et sur le choix des équipes, vous les avez ciblées un petit peu, ces premières équipes de développement, ou en cherchant peut-être des développeurs plus seniors, plus expérimentés sur les premiers projets ou pas? Là, ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, par opportunité finalement.
par disponibilité des personnes. On a essayé effectivement de constituer des équipes plus ou moins homogènes, bien que on a essayé de garder des équipes sur le même site. Donc c'était plus simple de créer une équipe complètement à Amiens que de faire des équipes au départ dans les deux sites en même temps. Moi, je reviens à ma question de tout à l'heure sur l'estimation des stories chaque semaine. Enfin, j'ai pas bien compris. Est-ce que déjà les PO, ils préparent des stories, enfin, les stories, elles sont prêtes pour les présenter aux développeurs pour qu'elles soient estimées chaque semaine? Donc en fait, le travail du Product Owner va être de détailler ces user stories au fur et à mesure et de décomposer les grosses user stories en sous-user stories pour qu'elles deviennent justement prêtes. Ces user stories sont détaillées, donc les critères d'acceptation sont rajoutés, ce qui va permettre à l'équipe d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'ils doivent faire. Donc ils vont, si elle existait déjà, mais qu'elle a été revue par le Product Owner, ils vont revoir leur macro-estimation. Et si c'est une décomposition, ils vont là estimer leur user story, puisqu'une user story à 30, 30 ça n'existe pas, mais une user story à 13, ça ne va pas forcément être la somme qui va nous amener à 13. On va peut-être avoir plus ou des fois moins. Du coup, vous avez mis en place une réunion spéciale pour ça? Oui. Une dernière question. Une question très par exemple, l'équipe de 2 à 7 développeurs. Oui. Quelle place ça le test dans votre développement et comment ça se passe dans les 7? La deuxième question, le nom de l'outil, j'aimerais bien avoir le nom de l'outil que vous avez eu. Donc la deuxième question, la réponse est plus rapide. Donc l'outil s'appelle Rally. Par rapport à la première question, donc en fonction des équipes, on a fait rentrer des QA, des testeurs dans les équipes. Donc ils vont faire des tests, mais les tests sont effectués par tous les membres de l'équipe, donc y compris tout le monde fait des tests. Donc c'est vraiment au fil de l'eau. Une user story finie est testée par l'équipe et ensuite acceptée par le product owner. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Les deux. Bien. Votre sprint, il est pas figé. Je veux dire, il m'a semblé qu'au début, quand vous expliquiez, c'était un peu comme si vous reveniez chaque semaine pour modifier le backlog. Non. C'est pour préparer le sprint suivant. Okay. Un périmètre de sprint est figé à partir du moment où l'équipe s'est engagée à la fin du sprint planning. Okay. Ça m'avait fait bizarre. Merci. Merci pour votre attention.